Les battements que l'on cache. Quand Malice Renard arriva à Saubin-les-Brumes, le ciel avait la couleur d'une vieille lettre oubliée au fond d'un tiroir. La pluie tombait doucement sur les pavés, comme si le village pleurait sans vouloir faire de bruit. Elle descendit du car avec une valise noire, un manteau trop fin pour le vent de novembre, et cette manière de regarder autour d'elle comme quelqu'un qui ne cherche pas un endroit, mais une réponse. Elle n'était pas revenue depuis 15 ans. 15 ans sans revoir les maisons basses, la petite place, la boulangerie au store rouge, l'église penchée vers le cimetière, ni la gare abandonnée au bout de la rue des Tilleuls. 15 ans à se répéter qu'elle n'avait plus rien à faire ici. Et pourtant, elle était là. Son père venait de mourir. Pas un père tendre. Pas un père qui appelait pour demander si elle avait bien mangé. Pas un père qui disait « je suis fier de toi ». Un père dur, silencieux, enfermé dans ses regrets comme dans une maison sans fenêtre. Mais un père quand même. Dans la poche de Maëlys, il y avait une lettre de notaire. Madame Renard, votre présence est requise pour l'ouverture du testament de votre père, Monsieur Auguste Renard. Elle avait hésité 3 jours avant de répondre. Puis elle avait pris un billet. Peut-être pour régler les choses. Peut-être pour vendre la maison. Peut-être pour prouver qu'elle n'avait plus mal. Mais dès qu'elle posa le pied sur la place du village, son cœur se serra. Rien n'avait vraiment changé. Sauf elle. Elle avait 36 ans maintenant. Elle travaillait à Bordeaux comme restauratrice de tableaux anciens. Elle passait ses journées à rendre des couleurs à des œuvres que le temps avait abîmées. Elle savait sauver les visages craquelés, les paysages effacés, les lumières recouvertes de poussière. Mais elle n'avait jamais réussi à restaurer sa propre histoire. La maison de son père se trouvait au bord de la rivière. Une bâtisse grise, froide, avec des volets bleus qui grinçaient au vent. Maëlys resta longtemps devant le portail avant d'oser entrer. La clé tourna difficilement. À l'intérieur, une odeur de bois humide, de papier ancien et de solitude l'accueillit. Chaque pièce semblait avoir attendu son retour en silence. Sur la table de la cuisine, une tasse était encore posée près de l'évier. Dans le salon, la vieille horloge ne fonctionnait plus. Sur le mur, il n'y avait aucune photo d'elle. Aucune photo de sa mère non plus. Maëlys posa sa valise dans le couloir. « Tu n'as vraiment gardé personne avec toi, papa, murmura-t-elle. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à ne pas pleurer pour lui. Le lendemain matin, elle se rendit chez le notaire. Le cabinet se trouvait au-dessus de la pharmacie, dans une pièce trop chauffée où tout sentait le cuir et les dossiers classés. Maître Vérac l'accueillit avec un sourire prudent. « Madame Renard, merci d'être venue. »« Je suis là pour faire simple, » répondit-elle. « Je veux régler la succession rapidement. » Le notaire ajusta ses lunettes. « Justement, votre père a laissé des instructions particulières. »« Quel genre d'instructions ?» Il ouvrit une enveloppe. Il vous lègue la maison, les terres derrière, et l'ancien atelier de réparation près de la gare. L'atelier, je croyais qu'il avait été fermé. Il l'est, mais il vous appartient désormais. Maëlys soupira. Je vendrai tout. Le notaire baissa les yeux vers le papier. Il y a une condition. Elle fronça les sourcils. Une condition? Votre père demande que vous restiez au moins 30 jours dans la maison avant toute vente. Maëlys eut un rire sec. Il continue donc à me donner des ordres même morts. Maître Vérac ne répondit pas. Ce n'est pas légalement très contraignant, admit-il. Mais il a joint une seconde enveloppe. Elle ne doit vous être remise qu'au bout de ces 30 jours. Et si je pars? Vous ne l'aurez jamais. Maëlys regarda la fenêtre. Dehors, les gouttes glissaient sur la vitre. Qu'y a-t-il dedans? Je l'ignore. Mais il a écrit à la main, pour Maëlys, quand elle sera enfin prête à entendre la vérité. Ces mots entrèrent en elle comme une lame. La vérité. Quelle vérité? Elle quitta le cabinet sans saluer correctement. Dans la rue, elle marcha sans but, le cœur agité par une colère ancienne. Son père avait toujours fonctionné comme ça. Des silences, des secrets, des phrases déposées comme des pièges. Elle prit le chemin de la gare abandonnée. Les rails étaient rouillés. Les herbes folles avaient envahi les quais.
Le vieux bâtiment avait perdu son enseigne, mais Maëlys reconnut tout de suite la salle d'attente où, enfant, elle venait parfois s'abriter. C'était là qu'elle avait attendu sa mère pour la dernière fois. Sa mère, Jeanne, devait prendre le train ce soir-là pour venir la chercher chez une amie. Mais elle n'était jamais arrivée. Une voiture avait quitté la route près du pont. On avait parlé d'un accident, d'une nuit trop noire, d'un conducteur qui avait fui. Maëlys n'avait que 11 ans. Après ça, son père s'était éteint de l'intérieur. Il l'avait élevée comme on garde un meuble précieux dans une pièce fermée, avec peur, avec distance, sans chaleur. Elle avançait le long du quai quand elle entendit un bruit derrière elle. « Vous ne devriez pas rester ici. » Maëlys se retourna brusquement. Un homme se tenait près de l'entrée du bâtiment. Il portait une veste sombre, des bottes couvertes de boue et un sac en toile sur l'épaule. Il devait avoir une quarantaine d'années. Ses cheveux bruns étaient mouillés par la pluie, et son regard avait quelque chose de calme, mais pas de doux. Plutôt un calme de quelqu'un qui a déjà traversé beaucoup de tempêtes. « Pardon ?» demanda Maëlys. « Le toit est dangereux. Une partie s'est effondrée la semaine dernière. Je connais cet endroit. Alors vous savez qu'il n'a jamais été très accueillant. » Elle le fixa, agacée. « Et vous êtes qui pour surveiller une gare morte ?» Noé Vasseur. Ce nom la frappa sans qu'elle sache pourquoi. « Vous travaillez ici ?» Je restaure la ligne. Maëlys regarda les rails rouillés. « Vous avez de l'ambition. » Il esquissa un sourire. « Ou de l'aveuglement. Ça dépend des jours. » Elle voulut partir, mais il ajouta. « Vous êtes la fille d'Auguste Renard. » Elle s'arrêta. « Vous connaissiez mon père ?» Tout le monde le connaissait ici. Ce n'est pas une réponse. Noé baissa les yeux. « Oui, je le connaissais. » Il y eut un silence. Le vent remua les herbes entre les rails. « Alors vous savez sûrement qu'il était insupportable, dit-elle. Noé ne sourit pas. « Je sais surtout qu'il venait souvent ici, le soir. » Maëlys sentit son ventre se nouer. « Ici ?» Près du quai 3. Il restait 1 heure, parfois 2, sans parler. Mon père ne venait jamais ici. Si. Elle détesta la certitude dans sa voix. Vous vous trompez. Non. Maëlys détourna le regard vers la voie ferrée. Son père venait ici. Pourquoi? Pour penser à Jeanne? Pour culpabiliser? Pour surveiller quelque chose? Peu importe, dit-elle froidement. Je ne suis pas revenue pour parler de lui. Personne ne revient jamais ici par hasard. Cette phrase la toucha trop profondément. Elle répondit sèchement. Vous devriez éviter les phrases de roman. Dans la vraie vie, elles sonnent faux. Noé encaissa sans se vexer. Dans la vraie vie, les gens mentent beaucoup plus que dans les romans. Maëlys le regarda. Il y avait dans ses yeux une fatigue qui ne jouait pas la comédie. Elle partit sans répondre. Les jours suivants, elle essaya de s'occuper. Elle tria les armoires. Elle vida des tiroirs. Elle mit dans des cartons les vêtements de son père, ses factures, ses outils, ses vieux carnets. Chaque objet racontait une vie minuscule, fermée, presque honteuse. Mais le soir, elle entendait la maison craquer autour d'elle, comme si les murs voulaient parler. Le 4e jour, elle trouva une clé scotchée sous un tiroir du bureau. Une petite clé argentée. Elle chercha pendant 2 heures ce qu'elle pouvait ouvrir. Rien dans la maison. Puis elle pensa à l'atelier près de la gare. Elle enfila son manteau et sortit sous la pluie. La porte de l'atelier résista, puis céda dans un grincement. À l'intérieur, l'air était glacé. Des établis couverts de poussière, des pièces mécaniques, de vieilles lampes, des outils alignés avec une précision presque militaire. Son père avait été mécanicien ferroviaire avant la fermeture de la ligne. Il réparait les moteurs, les freins, les signaux. Maëlys se souvenait de ses mains noires de graisse et de sa façon de ne jamais expliquer son travail. Au fond de l'atelier, elle aperçut une armoire métallique fermée. La petite clé entra parfaitement. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des plans et une boîte en bois. Maëlys ouvrit la boîte. Elle contenait des lettres.
Des dizaines de lettres, toutes adressées à Jeanne. Pas envoyées. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle en prit une au hasard. Jeanne, je n'arrive pas à dormir. Je t'entends rire dans la cuisine, je te vois fermer ton manteau, je te vois me dire que tu reviens vite. Et moi, comme un idiot, je t'ai laissé partir. Depuis, chaque minute me juge. Maëlys s'assit sur une chaise. Elle lut une autre lettre. Je n'ai pas dit la vérité à Maëlys. Je n'y arrive pas. Elle me regarde avec ses yeux d'enfant, et j'ai l'impression qu'elle sait déjà que je lui vole quelque chose. Les mains de Maëlys tremblaient. Quelle vérité? Elle chercha encore. Au fond de la boîte, il y avait une photo. Sa mère, Jeanne, souriait près de la rivière. À côté d'elle, un homme que Maëlys ne connaissait pas tenait un bébé dans ses bras. Un bébé. Au dos de la photo, 3 mots. Lior, été 1989. Maëlys Sefora. Lior. Qui était Lior? Elle retourna la photo encore et encore, comme si un détail allait apparaître. Le bébé avait peut-être quelques mois. Sa mère le regardait avec une tendresse évidente. L'homme à côté d'elle semblait heureux, presque fier. Maëlys sentit un froid brutal lui traverser la poitrine. Sa mère avait-elle eu un autre enfant? Un enfant avant elle? Un enfant caché? Elle entendit soudain un bruit derrière elle. Noé était à l'entrée de l'atelier. « Vous m'avez suivi » lança-t-elle. La porte était ouverte. Je venais vérifier à cause de la pluie. Menteur. Il resta immobile. Peut-être. Elle brandit la photo. Vous connaissez ce prénom? Lior? Le visage de Noé changea. Pas beaucoup. Juste assez pour que Maëlys comprenne. Vous savez quelque chose. Maëlys. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Cela la troubla davantage qu'elle ne voulait l'admettre. Répondez. Noé entra lentement. Ce n'est pas à moi de vous raconter ça. Mon père est mort. Ma mère aussi. À qui dois-je demander? Au mur? Il regarda la photo. Lior était votre frère. Le monde sembla perdre son équilibre. Maëlys recula d'un pas. Non. Je suis désolée. Non, répéta-t-elle. Je n'ai jamais eu de frère. Noé inspira profondément. Il est mort avant votre naissance. Maëlys sentit ses yeux brûler. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que sa mort a détruit vos parents avant même que vous veniez au monde. Elle porta une main à sa bouche. Comment? Noé baissa la voix. Un accident. Près de la voix. Il avait 3 ans. Maëlys ferma les yeux. Les images se mélangèrent. Sa mère, ce bébé, son père, la gare, la rivière. Et ma mère? Son accident à elle? Noé ne répondit pas tout de suite. Il faut que vous arrêtiez de tout ouvrir seul. Je continuerai jusqu'à comprendre. Certaines vérités ne réparent rien. Ce n'est pas à vous de décider. Noé soutint son regard. Vous avez raison. Il partit en laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, Maëlys ne dormit pas. Elle relut les lettres de son père jusqu'à l'aube. Il y parlait à Jeanne comme on parle à une absente qui continue de respirer dans chaque pièce. Il évoquait le petit, la faute, la promesse, mais jamais clairement. Le matin, elle alla au cimetière. La tombe de sa mère était couverte de mousse. Celle de son père, toute récente, portait encore des fleurs blanches envoyées par des voisins. Maëlys resta debout entre les deux noms. Puis elle chercha. Au fond du carré ancien, sous un cyprès, elle trouva une petite plaque presque effacée. Lior Renard, 1986 à 1989. Elle s'accroupit. Son frère avait existé. 3 ans de vie, puis le silence. Maëlys posa la main sur la pierre froide. On m'a volé jusqu'à ton prénom, souffla-t-elle. Derrière elle, une vieille femme avançait lentement avec un parapluie violet. Vous êtes bien la petite Maëlys?
Maëlys se releva. Oui, je suis Mireille. J'habitais en face de vos parents autrefois. Maëlys la reconnut vaguement. Un visage rond, des yeux clairs, une voix cassée. Vous connaissiez Lior? La vieille femme pâlit. Alors vous savez. Je viens de l'apprendre. Mireille regarda la tombe. Votre mère ne s'en est jamais remise. Votre père non plus, mais lui, il a transformé la douleur en mur. Que s'est-il passé? Mireille hésita. Lior a échappé à la surveillance. Il a couru vers les rails. Il y avait un wagon de maintenance qui reculait. Votre père travaillait ce jour-là. Maëlys sentit son souffle se couper. Mon père était là? Oui. C'est pour ça qu'il se sentait coupable. Mireille serra son parapluie. Ce n'est pas si simple. Rien n'est simple dans cette famille. La vieille femme baissa les yeux. On a dit que le frein avait lâché. Votre père a toujours affirmé qu'il avait signalé le problème la veille. Mais l'entreprise a enterré l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des responsabilités. Et parce que certaines familles ici avaient beaucoup à perdre. Maëlys pensa à Noé, à son visage quand elle avait parlé de Lior. Quelle famille? Mireille se raidit. Vous devez parler à Noé Vasseur. Pourquoi lui? Parce que son père dirigeait la maintenance à l'époque. Maëlys eut l'impression qu'un fil invisible se tendait entre tous les événements. Noé. Encore lui. Elle le trouva le soir même à la gare, sous une lampe de chantier, en train de démonter une vieille signalisation. Votre père était le responsable quand mon frère est mort. Noé posa lentement son outil. Oui. Vous comptiez me le dire quand? Quand vous ne me regarderiez pas comme un ennemi avant même d'entendre la suite. La suite? Mon frère est mort sur des rails. Votre père dirigeait l'équipe. Qu'est-ce qu'il manque? Noé enleva ses gants. Il manque le fait que mon père a passé sa vie à fuir ce jour-là. Il manque le fait qu'il a bu jusqu'à perdre son travail, sa maison, sa dignité. Il manque le fait qu'il m'a élevé avec une honte que je n'avais pas choisie. Je dois avoir de la peine pour vous? Non, je ne vous demande rien. Pourquoi vous êtes revenu restaurer cette ligne? Noé regarda les rails. Parce que je ne supportais plus que tout reste en ruine. Vous pensez qu'en réparant du métal, vous effacez un enfant mort? Il encaissa la phrase comme une gifle. Non. Alors pourquoi? Son regard se planta dans le sien. Parce que votre père m'a demandé de le faire. Maëlys resta muette. Mon père? Il y a 2 ans. Il est venu me trouver à Limoges. Il m'a dit qu'il voulait rouvrir au moins une partie de la gare en mémoire de Lior et de Jeanne. Pas pour les trains. Pour créer un lieu. Une bibliothèque, un atelier, quelque chose de vivant. Il m'a demandé de l'aider. Il ne m'a jamais parlé de ça. Il ne savait pas comment vous parler. C'est facile de dire ça une fois mort. Noé baissa la tête. Oui. Maëlys se sentit soudain épuisée. Elle voulait haïr Noé. C'était plus simple. Il portait un nom lié à sa douleur. Il était là, avec ses yeux trop lucides, ses réponses trop calmes, son passé mêlé au sien. Je pars demain, dit-elle. Vous n'aurez pas la lettre. Je m'en fiche. Non. Elle le fixa. Vous ne me connaissez pas. Je sais reconnaître quelqu'un qui dit je m'en fiche quand tout en elle crie le contraire. Maëlys eut envie de répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle tourna les talons. Le lendemain, elle fit sa valise. Elle plia ses vêtements avec rage. Elle réserva un billet de car. Elle descendit l'escalier sans regarder les murs. Puis, sur le seuil, elle s'arrêta. La maison était silencieuse. 30 jours. Une enveloppe. La vérité. Elle détesta son père pour avoir encore du pouvoir sur elle. Elle détesta sa mère d'être morte avec ses secrets. Elle détesta Noé d'avoir raison. Elle posa sa valise dans l'entrée. Et resta. Les semaines suivantes, quelque chose changea. Pas d'un coup. Pas comme dans les histoires où l'amour arrive avec une musique.
plutôt comme une fissure dans une pièce sombre, par laquelle la lumière finit par passer malgré tout. Maëlys se mit à travailler dans l'atelier. Au début, elle venait seule, pour trier les papiers de son père. Puis elle trouva des croquis du projet de transformation de la gare. Auguste avait tout dessiné. Une salle de lecture, un espace pour les enfants, un mur d'archives sur la ligne disparue, un petit café associatif. Sur la première page du dossier, il avait écrit « Pour que les endroits qui ont pris quelque chose apprennent un jour à rendre ». Cette phrase la bouleversa. Un soir, Noé la trouva assise par terre, entourée de plans. « Il avait vraiment commencé tout ça », dit-elle sans lever les yeux. « Oui. Pourquoi il ne m'a rien envoyé ? Peut-être qu'il avait peur que vous refusiez avant même de lire. » J'aurais refusé. Je sais. Elle leva enfin les yeux. Vous êtes toujours aussi honnête ? Seulement quand ça dérange. Elle faillit sourire. Presque. À partir de ce jour, ils travaillèrent parfois ensemble. Noé connaissait la gare, les installations, les dossiers techniques. Maëlys avait l'œil pour les matières, les couleurs, les choses anciennes à sauver. Elle nettoya les bancs, récupéra les panneaux, restaura une vieille carte des lignes régionales. Noé réparait, consolidait, mesurait, démontait. Il parlait peu au début, puis davantage. Un soir, alors qu'il partageait un café tiède dans l'atelier, Maëlys lui demanda « Vous avez de la famille ?» Noé fixa son gobelet. « Ma mère est partie quand j'avais 15 ans. Mon père est mort il y a 6 ans. Vous étiez proches ? Non, mais certaines absences continuent de prendre de la place. » Maëlys comprit trop bien. Vous lui en vouliez ? Oui. Pour Lior ? Pour tout. Pour avoir choisi l'alcool. Pour avoir laissé son nom me coller à la peau. Pour ne m'avoir jamais dit clairement ce qui s'était passé. J'ai découvert les détails en lisant ces vieux carnets après sa mort. Comme moi avec mon père. Noé la regarda. Oui, comme vous. Ce soir-là, ils restèrent longtemps sans parler. Et le silence n'était pas vide. Il y eut d'autres soirs, d'autres cafés, d'autres pluies, des disputes aussi. Maëlys avait une colère vive, imprévisible. Noé avait tendance à se fermer quand il se sentait attaqué. Parfois, ils s'envoyaient des phrases blessantes, puis travaillaient 2 heures côte à côte sans se parler. Mais chaque jour, il revenait. Un dimanche, l'électricité sauta dans l'atelier. Noé alla chercher des bougies dans sa camionnette. La gare se retrouva plongée dans une lumière tremblante. Maëlys, debout près du mur des anciennes affiches, semblait sortie d'un tableau. « Ne bougez pas, » dit Noé. « Pourquoi ? La lumière est belle sur votre visage. » Elle eut un rire nerveux. « Vous dites ça à toutes les femmes perdues dans les gares abandonnées ? » Non, seulement à celles qui font semblant de ne pas trembler. Maëlys ne répondit pas. Noé s'approcha, pas trop près. « Vous avez froid ? » Un peu. Il lui tendit sa veste. Elle hésita, puis la prit. Ce geste simple fit plus de dégâts en elle qu'un baiser. Parce qu'elle avait oublié ce que ça faisait, quelqu'un qui voit le froid avant qu'on le dise. Quelques jours plus tard, Maëlys trouva dans les archives municipales un article sur l'accident de Lior. Les phrases étaient sèches, administratives. Défaillance technique. Enquête interne. Aucune poursuite engagée. Mais une ligne la fit pâlir. Le rapport final, signé par le chef de maintenance Gérard Vasseur et contresigné par Auguste Renard. Son père avait signé. Auguste avait contresigné le rapport qui avait enterré l'affaire. Maëlys courut jusqu'à la gare. Noé était sur une échelle, en train de fixer une poutre. « Il a signé », cria-t-elle. Il descendit aussitôt. « De quoi vous parlez ?» Elle lui jeta la copie de l'article. « Mon père a contresigné le rapport. Il a protégé le vôtre. » Noé lut rapidement. « Je ne savais pas. » Bien sûr. Maëlys, je ne savais pas. Arrêtez de dire mon prénom comme si ça pouvait me calmer. Il reste affligé. Toute ma vie,
J'ai cru que mon père s'était muré parce qu'il avait perdu sa femme. Mais il avait déjà trahi son fils. Il a laissé mourir Lior 2 fois, sur les rails, puis dans le mensonge. Noé semblait bouleversé. Il a peut-être été forcé. Ah oui? Et par qui? Par votre père? Peut-être. C'est toujours pratique, les morts. On peut leur mettre toutes les fautes sur le dos. Noé pâlit. Vous croyez que je cherche à défendre mon père? Je crois que vous défendez le non-vasseur parce que c'est le vôtre. Cette fois, la phrase atteignit quelque chose de profond. Noé recula. Vous savez quoi? Vous avez raison de vous méfier. Mais ne me prêtez pas des fidélités que je n'ai jamais eues. Alors dites-moi ce que vous savez vraiment. Il serra la mâchoire. Je sais que mon père avait peur d'un homme. Qui? Armand Chavanel. Maëlys fronça les sourcils. L'ancien maire? Oui. À l'époque, il présidait aussi le comité qui gérait la ligne. Il avait des intérêts financiers dans les travaux. Si la responsabilité de l'entreprise avait été reconnue, tout s'effondrait. Et maintenant? Maintenant, son fils, Romain Chavanel, veut racheter la gare. Maëlys sentit la colère remonter. Il m'a envoyé une offre hier. Refusé. Vous me donnez des ordres? Non, je vous préviens. Trop tard. Le lendemain, Romain Chavanel se présenta chez elle. Il avait une quarantaine d'années, un costume impeccable et un sourire trop lisse. Il entra dans le salon comme s'il avait déjà acheté. Madame Renard, je suis heureux de vous rencontrer enfin. Votre père parlait rarement de vous, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Maëlys ne crut pas un mot. Vous voulez la gare. Je veux lui donner une seconde vie. Un projet touristique. Chambre d'hôtes, restaurant, espace événementiel. Le village en a besoin. Mon père avait un autre projet. Votre père avait des rêves. Moi, j'ai des investisseurs. Il posa un dossier sur la table. Le montant était énorme. Assez pour effacer ses dettes, acheter un appartement à Bordeaux, tourner la page. Maëlys sentit le piège. Pourquoi une telle somme pour un bâtiment en ruine? Romain sourit. Parce que certains lieux valent plus par leur emplacement que par leurs murs. Et par leurs secrets? Son sourire se figea. Pardon? Rien. Il se leva. Réfléchissez. Une femme comme vous n'a sûrement pas envie de s'enterrer dans un village rempli de fantômes. Quand il partit, Maëlys resta longtemps face au dossier. Une femme comme vous. Il ne savait rien d'elle. Mais il avait touché juste. Elle ne voulait pas s'enterrer ici. Le soir, elle retrouva Noé devant la gare. Il avait appris la visite de Chavanel. Vous allez vendre? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Son visage se ferma. Maëlys. Ne commencez pas. Cette gare était le dernier souhait de votre père. Mon père m'a menti toute ma vie. Ce projet n'est pas seulement pour lui. Pour qui alors? Pour vous? Pour que vous répariez votre culpabilité familiale avec mes murs. Noé détourna la tête, blessé. Elle regretta aussitôt. Noé. Non. Continuez. Vous avez sûrement encore quelques pierres à lancer. Je suis perdu. Je le sais. Alors ne me demandez pas de choisir entre un passé qui me détruit et un avenir que je ne connais pas. Il s'approcha. Je ne vous demande pas de choisir la gare. Je vous demande de ne pas choisir la fuite en pensant que c'est la liberté. Maëlys sentit les larmes monter. Vous parlez comme si vous saviez rester. Je suis resté ici pour une ruine. Ce n'est pas pareil. Si, parce qu'au début je croyais réparer un lieu, et maintenant je comprends que je cherchais quelqu'un qui aurait le courage de me regarder sans me demander d'être innocent. Elle resta immobile. La pluie commença à tomber. Noé ne bougea pas. Maëlys non plus. Puis il dit doucement, je ne suis pas votre ennemi, même si mon nom vous fait mal. Cette phrase brisa quelque chose en elle. Elle s'approcha, lentement.
Noé ne fit aucun geste. Elle posa sa main sur sa joue, comme pour vérifier qu'il était réel. « Je ne sais pas quoi faire de vous, » murmura-t-elle. « Ne faites rien. Restez juste là une seconde. » Alors elle l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser parfait. Ce fut un baiser chargé de peur, de pluie, de colère, de manque. Un baiser qui ne promettait rien, mais avouait trop. Quand leurs lèvres se séparèrent, Maëlys ferma les yeux. Elle avait l'impression d'avoir commis une erreur nécessaire. Après ce soir-là, tout devint plus intense. Ils ne se déclarèrent pas leur amour. Pas tout de suite. Ils n'étaient pas des adolescents. Ils savaient que les sentiments peuvent être des maisons construites sur des terrains dangereux. Mais ils se cherchaient. Un regard plus long qu'avant. Une main qui frôle l'autre en passant un outil. Un sourire qui reste accroché dans l'air. Une inquiétude quand l'un arrive en retard. Maëlys découvrit que Noé riait rarement, mais que lorsqu'il riait vraiment, tout son visage changeait. Noé découvrit que Maëlys chantonnait quand elle se concentrait, toujours faux, toujours doucement. Un soir, il la raccompagna chez elle. Devant le portail, elle lui dit « Vous pouvez entrer ». Il resta silencieux. « Seulement pour un thé », ajouta-t-elle. « Je n'ai jamais eu aussi peur d'un thé. » Elle sourit. Dans la cuisine, ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin, de leurs enfances cabossées, et des villes où ils avaient vécu, des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Noé lui confia qu'il avait été marié, brièvement, à 28 ans. Elle est partie parce que j'étais incapable de croire qu'on pouvait m'aimer sans préparer sa sortie. Maëlys baissa les yeux. Moi, je pars avant d'être abandonnée. Je sais. C'est insupportable que vous sachiez toujours. Je fais semblant. En vérité, je devine mal la plupart du temps. Elle rit. Plus tard, dans le couloir, il s'approcha d'elle. Cette fois, leur baiser fut plus doux, plus dangereux aussi, parce qu'il ressemblait à un début. Maëlys posa son front contre le sien. « Promettez-moi une chose. » « Laquelle ? » ?»« Ne me mentez jamais. » Noé ferma les yeux. Une seconde de trop. Elle le sentit. « Noé ?» Il rouvrit les yeux. « Je vous le promets. » Elle voulut le croire. Elle le crut. Et ce fut peut-être là que tout commença à se briser. Le 30e jour arriva. Maëlys retourna chez maître Vérac pour récupérer l'enveloppe de son père. Le notaire la lui tendit sans cérémonie. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle marcha jusqu'à la rivière, s'assit sur un banc et resta longtemps avec l'enveloppe sur les genoux. Puis elle déchira le papier. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé USB. Elle commença par la lettre. « Maëlys, si tu lis ces mots, c'est que tu es restée. Je ne mérite pas ce cadeau, mais je te remercie quand même. Je t'ai menti, pas parce que je ne t'aimais pas, parce que je ne savais pas aimer autrement qu'en cachant ce qui pouvait faire souffrir. C'était une erreur, la plus grande après toutes les autres. Tu avais un frère. Il s'appelait Lior. Ta mère disait qu'il riait avec tout son corps. Il est mort un matin où je devais être plus vigilant, plus courageux, plus fort. Le frein était défectueux. Je l'avais signalé. Mais après l'accident, on m'a forcé à signer un rapport incomplet. On m'a menacé. Pas seulement moi. Ta mère aussi. Je voulais me battre. Jeanne voulait partir. Elle disait que ce village nous avait pris notre fils et qu'il prendrait le reste si nous restions. Puis elle est morte. Ce qu'on a appelé accident n'en était peut-être pas un. Maëlys cessa de respirer. Elle relut la phrase. Ce qu'on a appelé accident n'en était peut-être pas un. Ses mains devinrent glacées. Elle continua. Avant sa mort, ta mère avait retrouvé des documents. Elle pensait prouver que Chavanel avait couvert la défaillance du frein pour éviter un scandale. Elle devait les remettre à un journaliste le soir où sa voiture a quitté la route. Je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit. J'ai eu peur. Peur pour toi. Tu avais 11 ans. Alors j'ai tout enterré. Mais je n'ai pas tout détruit. La clé USB contient les copies de ce que Jeanne avait trouvé et des notes que j'ai ajoutées. Si tu ne veux rien faire, je comprendrai.
J'ai moi-même passé ma vie à ne rien faire. Mais si tu choisis de regarder, fais attention à Chavanel. Et fais attention à Noé Vasseur. Il ne t'a pas tout dit. Papa. Le monde autour d'elle disparut. Fais attention à Noé Vasseur. Maëlys resta assise, incapable de bouger. Le téléphone vibra dans sa poche. Noé. Elle ne répondit pas. Il appela encore. Puis un message apparut. Je suis à la gare. Il faut qu'on parle avant que tu ouvres la lettre. Trop tard. Elle se leva, la lettre froissée dans sa main, et marcha jusqu'à la gare avec une lenteur terrifiante. Noé l'attendait sur le quai. Dès qu'il la vit, il comprit. Maëlys. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Il pâlit. Laissez-moi expliquer. Non. Répondez. La pluie recommençait à tomber. Mon père n'était pas seulement chef de maintenance, dit Noé. Après l'accident de Lior, il a gardé des documents, des copies, des preuves. Il les a cachés. Je les ai retrouvés après sa mort. Vous les aviez? Oui. La douleur monta si vite qu'elle en eut presque le vertige. Depuis quand? 6 ans. 6 ans? Je ne savais pas quoi en faire. Mensonge. Non. Vous saviez que ma mère avait peut-être été tuée pour ces documents? Noé baissa les yeux. Ce silence fut une réponse. Maëlys recula. Vous saviez. Je soupçonnais. Et vous êtes venu ici. Vous avez travaillé avec mon père. Vous m'avez regardé ouvrir les tiroirs, pleurer sur des tombes, découvrir mon frère, et vous n'avez rien dit. Votre père m'avait demandé d'attendre. Mon père? Toujours mon père. Vous êtes un homme adulte, Noé. Il encaissa. Je voulais vous protéger. Elle rit, mais c'était un rire cassé. Vous êtes tous les mêmes. Vous appelez protection ce qui vous évite le courage. C'est injuste. Oui, ça fait mal, hein? Noé fit un pas vers elle. Je voulais vous le dire. Puis vous êtes arrivé avec votre colère, votre fragilité, votre façon de ne laisser personne approcher. Et ensuite? Ensuite quoi? Sa voix trembla. Ensuite je suis tombé amoureux de vous. Maëlys ferma les yeux comme si la phrase l'avait frappée. Elle avait attendu sans se l'avouer. Mais pas comme ça. Pas au milieu d'un mensonge. Ne dites pas ça maintenant. C'est vrai. Justement. Ne salissez pas la vérité avec le moment où vous choisissez de l'utiliser. Noé resta muet. Donnez-moi les documents. Ils ne sont plus chez moi. Où sont-ils? Il hésita. Dans un coffre. Où? Maëlys, Chavanel a encore du pouvoir. Si on l'accuse sans être prêt. Où? À Limoges. Dans une banque. Elle le regarda comme si elle voyait enfin l'étranger derrière l'homme qu'elle avait embrassé. Je veux la clé. Noé sortit un trousseau de sa poche. Il détacha une petite clé plate. Prenez-la, mais ne faites pas ça seule. Elle arracha la clé de sa main. Je suis seule depuis longtemps. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui je le sais. Elle partit. Noé ne la suivit pas. 2 jours plus tard, Maëlys se rendit à Limoges. Dans le coffre, elle trouva une enveloppe épaisse contenant des rapports, des lettres, des copies de contrats, des photos du système de freinage et un carnet appartenant à Gérard Vasseur, le père de Noé. Elle passa la nuit dans une chambre d'hôtel à tout lire. La vérité était pire qu'elle ne l'imaginait. Le frein qui avait tué Lior avait été signalé plusieurs fois. Les réparations avaient été repoussées pour réduire les coûts. Armand Chavanel avait validé les économies. Après la mort de l'enfant, Gérard Vasseur avait falsifié une partie du rapport sous pression. Auguste Renard avait contresigné après qu'on lui fait comprendre qu'un autre accident pouvait arriver. Puis Jeanne avait commencé à enquêter. Elle avait retrouvé les doubles. Elle avait écrit à un journaliste. Le soir de sa mort, sa voiture avait été percutée à l'arrière avant de sortir de la route.
Le rapport officiel parlait d'une perte de contrôle. Mais les photos montraient une trace d'impact. Maëlys vomit dans la salle de bain de l'hôtel. Sa mère n'était peut-être pas morte par hasard. Son enfance entière reposait sur un mensonge. Quand elle rentra à Saint-Aubin, elle n'alla pas voir Noé. Elle alla directement chez Romain Chavanel. Il habitait une grande maison moderne sur les hauteurs du village, avec une vue parfaite sur tout ce qu'il voulait posséder. Il l'accueillit avec surprise. Madame Renard, quelle visite inattendue. Elle entra sans attendre son invitation. Je ne vendrai pas la gare. Son sourire disparut. Vous devriez réfléchir. C'est fait. Votre père était un homme compliqué. Il vous a peut-être laissé des illusions avec ses vieux projets. Il m'a laissé mieux que ça. Romain plissa les yeux. Que voulez-vous dire? Maëlys posa une copie d'un document sur sa table. Le nom Chavanel y apparaissait. Romain ne toucha pas le papier. Vous ne savez pas ce que vous manipulez. Je commence à comprendre. Mon père est mort. Ces histoires sont anciennes. Ma mère aussi est morte. Il resta silencieux. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Je n'ai pas prononcé votre nom. Vous jouez à un jeu dangereux. Maëlys sentit la peur, mais elle resta droite. Non, pour la première fois, je refuse de jouer au vôtre. Elle sortit avant que sa voix ne tremble. Le soir même, quelqu'un entra dans la maison de son père. Maëlys était dans la cuisine quand elle entendit un bruit à l'étage. Elle attrapa un couteau, le cœur battant, et monta lentement. Le bureau était ouvert. Les tiroirs renversés. Une silhouette passa devant la fenêtre. « Hé !» L'homme sauta par l'escalier de service et disparut dans le jardin. Maëlys appela les gendarmes. Puis, malgré elle, elle appela Noé. Il arriva en moins de 10 minutes. Quand il entra, trempé, essoufflé, les yeux fous d'inquiétude, Maëlys sentit son cœur se déchirer. « Vous êtes blessé ? » ?»« Non. »« Ils vous ont touché ? » ?»« Non. » Il s'approcha, puis s'arrêta, comme s'il n'avait plus le droit. « J'ai eu peur, dit-il simplement. » Maëlys voulait lui dire de partir. Elle voulait le haïr proprement, définitivement. Mais sa peur à lui était nue, sans défense. Il cherchait la clé USB, dit-elle. Ah, où est-elle? En sécurité. Bien. Un silence s'installa. Je ne vous pardonne pas, dit-elle. Je sais. Mais je ne peux pas faire ça seule. Noé hocha la tête. Alors je serai là, même si vous me regardez plus jamais comme avant. Elle détourna les yeux. Ce comme avant n'existe plus. Je sais aussi. Ils décidèrent de transmettre les documents à une journaliste d'investigation installée à Paris. Une femme que Jeanne avait contactée autrefois, désormais à la retraite, mais dont la fille travaillait dans un grand média. Pendant 2 semaines, Maëlys et Noé rassemblèrent tout. Ils vérifièrent les dates, scannèrent les pièces, classèrent les preuves. Ils évitaient les gestes tendres, mais leur proximité devenait presque insupportable. La nuit, Maëlys rêvait de sa mère au volant, de Lior sur les rails, de Noé qui lui tendait la main depuis l'autre côté d'un quai. Un soir, alors qu'il travaillait dans la maison, une coupure d'électricité plongea tout dans le noir. « Maëlys se fera. »« Ça va ?» demanda Noé. « Oui. » Mais sa voix disait non. Il alluma la lampe de son téléphone. Ce n'est sûrement qu'un fusible. Ou un avertissement. Je vais vérifier. Ne me laissez pas ici. La phrase lui échappa. Noé se retourna lentement. Elle regretta aussitôt, mais il ne commenta pas. Je reste. Ils s'assirent dans le salon, côte à côte, dans la faible lumière du téléphone. Après un long moment, Maëlys demanda « Quand avez-vous compris que vous m'aimiez ?» Noé sembla surpris. « Le jour où vous avez nettoyé la tombe de Lior. » Elle tourna la tête vers lui. « J'étais en colère ce jour-là. » « Oui, mais vous avez enlevé la mousse avec une douceur incroyable.
J'ai compris que votre colère protégeait quelque chose de très tendre. Maëlys sentit sa gorge se serrer. Et vous avez quand même menti. Il baissa les yeux. Oui. Pourquoi l'amour arrive toujours mélangé à ce qui détruit? Peut-être parce qu'on aime rarement depuis un endroit intact. Elle ferma les yeux. Je voudrais vous détester. Je voudrais que ce soit plus simple pour vous. Ne soyez pas gentil. C'est plus facile quand vous êtes coupable. Il sourit tristement. Je peux rester coupable et vous aimer quand même. Cette phrase resta entre eux. Maëlys posa sa tête contre l'épaule de Noé. Il ne bougea pas. Il ne la prit pas dans ses bras. Il la laissa seulement s'appuyer. Parfois, c'est cela, l'amour le plus violent. Ne pas saisir quelqu'un quand il revient à moitié. Le lendemain, ils envoyèrent le dossier à la journaliste. 3 jours passèrent. Puis 5. Puis une semaine. Romain Chavanel revint chez Maëlys, furieux. Vous êtes inconsciente. Sortez. Vous pensez que les morts vont vous remercier? Non. Mais moi, je veux pouvoir respirer. Vous allez salir des familles entières pour une histoire enterrée depuis 30 ans. Ce n'est pas enterré. C'est dissimulé. Romain s'approcha. Votre père a signé. N'oubliez pas ça. S'il y a scandale, son nom tombera avec les autres. La phrase atteignit son but. Maëlys pâlit. Romain sourit. Vous voulez la vérité? Très bien. Mais la vérité n'épargne personne. Pas même ceux qu'on voudrait sauver. Il partit. Maëlys comprit qu'il avait raison. Son père serait exposé. Sa lâcheté, sa signature, son silence. Pendant 2 jours, elle ne sortit pas. Noé frappa plusieurs fois. Elle n'ouvrit pas. Le 3e soir, il parla derrière la porte. Maëlys, je ne vais pas entrer. Je veux juste vous dire une chose. Votre père a fauté. Le mien aussi. D'autres plus encore. Mais si vous arrêtez maintenant, ce ne sera pas pour protéger Auguste. Ce sera pour continuer sa peur. Et je crois que, même mort, il vous a demandé de faire ce qui n'a pas réussi. Elle resta derrière la porte, en larmes. Noé ajouta, je vous aime. Je ne vous le dis pas pour vous retenir. Je vous le dis parce que demain, si tout éclate, vous allez entendre beaucoup de bruit. Je veux qu'au milieu de ce bruit, il y ait au moins une phrase vraie. Puis il partit. Le lendemain matin, l'article parut. Le titre fit trembler tout le village. 2 morts, un enfant oublié et 30 ans de silence. Les secrets de l'ancienne ligne de Saint-Aubin. Tout s'enchaîna. Les journalistes arrivèrent. Les gendarmes rouvrirent certains éléments du dossier. Des anciens employés parlèrent. La fille du journaliste que Jeanne devait rencontrer confirma que sa mère avait reçu un appel dès la veille de sa mort. Armand Chavanel étant décédé, il ne pouvait plus répondre. Mais son système, ses signatures, ses pressions, tout remontait à la surface. Romain tenta de nier. Puis on découvrit qu'il avait récemment payé un homme pour entrer chez Maëlys. Il fut placé en garde à vue pour intimidation et tentative de vol de documents. Le village se divisa. Certains soutenaient Maëlys. D'autres l'accusaient de remuer la boue, de salir les morts, de chercher de l'argent, de vouloir se rendre intéressante. Un matin, elle trouva sur son portail une inscription noire. Pars. Elle resta devant le mot, incapable de bouger. Noé arriva derrière elle. Je vais nettoyer. Non. Elle prit une éponge, un seau, et frotta elle-même. Chaque geste lui faisait mal. Noé resta près d'elle sans rien dire. Quand le mot disparut, Maëlys murmura. Toute ma vie, j'ai cru que partir me sauverait. Et maintenant? Elle regarda la maison, la gare au loin, le ciel gris. Maintenant, je crois que certains endroits attendent qu'on arrête de les abandonner. Les travaux de la gare reprirent. Pas pour oublier, pour transformer. Des habitants vinrent aider. Pas tous, mais assez. Mireille apporta des photos anciennes. Un menuisier répara les bancs gratuitement. L'institutrice proposa de faire venir les enfants pour un projet de mémoire.
Même le boulanger donna du café pour les bénévoles. Maëlys s'installa dans l'ancienne salle d'attente un mur consacré à Lior et Jeanne. Elle y mit des photos, des dates, des mots simples. À ceux que le silence a effacés trop longtemps. Le jour où elle accrocha la photo de Lior, elle pleura enfin. Noé était là, au fond de la pièce. Il ne s'approcha pas. Il attendit qu'elle se tourne vers lui. Il avait le sourire de ma mère, dit-elle. Oui. Vous l'aviez déjà vu? Dans les carnets de mon père. Vous auriez dû me le dire. Oui. Elle essuya ses larmes. Je crois que je vous pardonne une partie. Pas tout. Noé hocha lentement la tête. Je prendrai ce que vous pouvez donner. Elle s'approcha de lui. Et si un jour je vous donne tout, vous en ferez quoi? Sa voix se brisa. Je ferai attention, tous les jours. Elle voulut sourire, mais son visage trembla. Ils s'embrassèrent au milieu de la gare en travaux, entre les murs nus, la poussière et les fantômes. Cette fois, ce n'était pas un baiser de fuite. C'était un baiser de survivant. Pendant quelques mois, Maëlys crut que la vie leur offrait enfin une réparation. Elle prolongea son séjour. Puis elle demanda un congé long à Bordeaux. Puis elle finit par avouer qu'elle ne savait plus si elle voulait repartir. Noé ne la pressait jamais. Ils avançaient avec prudence, comme deux personnes qui portent chacune un vase fêlé. Parfois, ils dormaient ensemble dans la maison au bord de la rivière. Noé se réveillait tôt et préparait du café. Maëlys descendait pieds nus, encore emmêlée de sommeil, et le trouvait près de la fenêtre. Vous regardez quoi? Si vous allez disparaître. Je suis dans la cuisine. Les gens peuvent disparaître même dans une cuisine. Elle l'embrassait dans le cou. Pas aujourd'hui. Ils avaient inventé cette phrase. Pas aujourd'hui. Pas une promesse éternelle. Juste une victoire contre la peur du matin. Mais les histoires déchirantes ne préviennent pas quand elles reviennent frapper. En février, Noé reçut un appel de l'hôpital. Sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis presque 20 ans, avait été retrouvée inconsciente à Marseille. Elle l'avait désignée comme personne à prévenir. Il partit le soir même. Maëlys voulut l'accompagner, mais il refusa. C'est trop vieux, trop sale, trop compliqué. Je connais. Justement, je ne veux pas mettre ça entre nous. Elle se sentit rejetée. Le mensonge commence souvent par « je ne veux pas te mêler à ça ». Noé ferma les yeux. Je reviens dans 2 jours. Il revint 10 jours plus tard. Différent. Plus silencieux. Plus lointain. Quelque chose en lui s'était refermé. Sa mère était morte après l'avoir reconnu à peine. Elle lui avait laissé un sac contenant quelques photos, une lettre confuse et une vérité terrible. Gérard Vasseur n'était peut-être pas son père biologique. Noé ne savait plus qui il était. Il se mit à s'éloigner. Il travaillait tard. Il répondait moins. Il évitait les conversations profondes. Maëlys reconnut immédiatement ce mouvement, la fuite intérieure. Un soir, elle le confronta. « Vous partez sans partir. »« Je suis fatiguée. »« Non, vous êtes en train de fermer toutes les portes en espérant que je me lasse de frapper. » Il ne répondit pas. « Regardez-moi, Noé. » Il leva les yeux. « Je ne sais plus ce que j'ai à offrir. Je ne vous ai jamais demandé d'être entier. Vous méritez mieux qu'un homme rempli de trous. Ne décidez pas à ma place de ce que je mérite. » Sa voix monta. « Je porte un nom qui n'est peut-être même pas le mien. J'ai passé ma vie à payer des fautes qui n'étaient peut-être pas celles de mon sang, mais elles sont quand même collées à moi. Je ne sais plus où commence ma honte et où finit mon histoire. » Maëlys s'approcha. « Alors laissez-moi rester pendant que vous cherchez. » Il recula. « Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Je ne veux pas vous entraîner plus bas. » Elle resta immobile. « Vous êtes en train de faire exactement ce que mon père a fait. Vous appelez ça amour, mais c'est de la peur déguisée. » Il blêmit. « Ce n'est pas juste. »« Non, mais c'est vrai. » Le lendemain, Noé partit. Il laissa une lettre sur la table de la cuisine.
Maëlys, je t'aime. C'est la seule phrase dont je sois sûre. Mais je sens en moi quelque chose qui abîme tout ce que je touche. Tu as reconstruit ta vérité. Je ne veux pas devenir une nouvelle ruine dans ta vie. Je pars quelque temps. Ne m'attends pas. Noé. Maëlys lut la lettre une fois, puis deux, puis elle la déchira. Pas parce qu'elle ne l'aimait plus, parce qu'il venait de lui faire la seule chose qu'elle lui avait demandé de ne jamais faire, décider seule de leur douleur. Les semaines suivantes furent les plus difficiles. La gare avançait, mais chaque planche, chaque lampe, chaque rail semblait contenir son absence. Maëlys travailla avec une énergie froide. Elle signa les dossiers, répondit aux journalistes, supervisa les bénévoles, lança l'association. Elle souriait quand il fallait sourire. Elle parlait quand il fallait parler. Mais le soir, elle rentrait dans la maison et s'effondrait. Elle n'appelait pas Noé. Lui non plus. Un mois passa. Puis deux. Au printemps, la gare rénovée fut presque prête. On l'appela la Maison des Voix. Un lieu de mémoire, d'atelier et de récits. Des enfants y viendraient lire. Des anciens y raconteraient la ligne. Des artistes y exposeraient. Le jour de l'inauguration approchait. Maëlys reçut alors une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une seule photo. Noé, enfant, dans les bras d'une femme. Derrière eux, un homme souriait. Pas Gérard Vasseur. Au dos, une phrase. Demande à Mireille ce qu'elle sait. Maëlys sentit son cœur accélérer. Elle alla voir la vieille femme. Mireille ouvrit la porte avec lenteur. Quand elle vit la photo, son visage se décomposa. Où avez-vous trouvé ça? Dans ma boîte aux lettres. Mireille s'assit. Je pensais que ce secret mourrait avec les autres. Quel secret? La vieille femme trembla. La mère de Noé a aimé un homme avant Gérard. Un homme du village. Ils ont eu une liaison. Elle est tombée enceinte. Gérard a reconnu l'enfant pour éviter le scandale. Qui était le père? Mireille pleura en silence. Maëlys comprit avant même qu'elle réponde. Non. Maëlys. Non. C'était Auguste. Le prénom tomba comme un plafond qui s'écroule. Auguste. Son père. Noé était le fils d'Auguste. Son demi-frère. Maëlys recula, incapable de respirer. Vous mentez. Je voudrais. C'est impossible. Votre père l'a su plus tard, après la naissance de Noé. Il a voulu le reconnaître, mais la mère a refusé. Gérard aussi. Tout le monde s'est tu. Maëlys porta la main à sa bouche. Noé. Son amour. Son frère. Le monde devint obscène. Elle sortit de chez Mireille sans savoir où elle allait. Elle marcha jusqu'à la rivière, pliée en deux par la nausée. Chaque souvenir se transforma en poison. Ses baisers, leurs nuits, leurs promesses, leurs douleurs entremêlées. Elle appela Noé. Pour la première fois depuis son départ. Il répondit à la troisième sonnerie. Maëlys? Sa voix suffit à la briser. Où êtes-vous? À Nantes. Pourquoi? Revenez. Qu'est-ce qui se passe? Elle ferma les yeux. Revenez. Maintenant. Il arriva le lendemain soir. Quand il entra dans la gare, Maëlys l'attendait seule dans la salle principale. Les lampes n'étaient pas allumées. La lumière du crépuscule traversait les vitres restaurées. Noé s'arrêta à quelques mètres d'elle. Tu as l'air. Ne t'approche pas. Il se figea. Elle lui tendit la photo. Noé la prit, regarda, fronça les sourcils. Qui est cet homme? Maëlys sentit une larme enrouler. Mon père. Noé releva lentement les yeux. Quoi? Auguste. Il regarda à nouveau la photo. Non. Ta mère et lui ont eu une liaison. Tu serais son fils. Noé devint livide. Non.
Mireille me l'a confirmé. Non. Sa voix résonna dans la gare vide. Maëlys tremblait. Je suis désolée. Noé recula comme s'il allait tomber. Ce n'est pas possible. Je voudrais que ça ne le soit pas. Il se prit la tête entre les mains. Dis-moi que c'est une erreur. Elle pleurait maintenant. Je ne peux pas. Il leva vers elle un regard détruit. Alors toi et moi. Elle ferma les yeux. On ne peut plus être ce qu'on était. Noé semblait ne plus respirer. Je t'aime. Ces 3 mots furent atroces. Maëlys se couvrit la bouche pour étouffer un sanglot. Ne le dis pas. Je t'aime, Maëlys. Arrête. Je ne sais pas comment éteindre ça parce qu'un mort nous a encore menti. Ne fais pas ça. Il s'approcha d'un pas. Elle recula. Ce mouvement le tua. Pardon, souffla-t-il. Ils restèrent face à face, séparés par quelques mètres devenus infranchissables. Ce soir-là, Noé partit sans la toucher. Et cette fois, Maëlys sut qu'une partie d'elle partait avec lui. Les jours qui suivirent furent irréels. On fit un test ADN. L'attente dura 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Maëlys ne mangea presque plus. Noé resta au village, mais ils ne se virent pas. Il dormait dans une chambre au-dessus du café. Elle restait dans la maison de son père. L'inauguration de la gare fut reportée. Les bénévoles ne posaient pas de questions, mais tout le monde sentait que quelque chose s'était brisé. Le résultat arriva un vendredi matin. Maëlys ouvrit l'enveloppe avec des mains mortes. Noé n'était pas son demi-frère. Aucun lien biologique direct. Elle relut 10 fois. Aucun lien. Elle tomba à genoux dans le couloir. Le soulagement ne fut pas une joie. Ce fut un effondrement. Elle appela Noé. Il répondit sans parler. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Silence. Le test est négatif. Tu n'es pas le fils d'Auguste. Elle entendit sa respiration trembler. Tu es sûre? Oui. Un long silence. Puis Noé murmura. Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Maëlys ferma les yeux. Moi non plus. Ils se retrouvèrent à la gare 1 heure plus tard. Ils restèrent longtemps face à face. Il aurait suffi d'un pas. Mais quelque chose avait changé. Même si le sang les innocentait, la peur avait laissé une trace. Pendant 3 semaines, ils avaient imaginé l'impensable. Ils avaient enterré leur amour vivant. Noé parla le premier. Je suis revenu parce que je ne pouvais pas te laisser porter ça seule. Mais je ne sais pas si on peut revenir d'un tel choc. Maëlys sentit son cœur se serrer. Tu veux repartir? Je ne sais pas ce que je veux. Je sais seulement que t'aimer me donne l'impression de marcher au bord d'un précipice. Moi aussi. Et tu n'es pas fatiguée? Elle eut un sourire triste. Si, je suis épuisée. Il baissa la tête. Peut-être que l'amour ne suffit pas. Maëlys regarda autour d'elle. La gare restaurée. Les murs debout. Les traces du passé. La lumière revenue. Non, dit-elle. L'amour ne suffit pas. Mais l'amour n'a jamais promis de tout faire à notre place. Noé releva les yeux. Elle s'approcha. Je ne veux plus d'un amour qui fuit pour protéger. Je ne veux plus d'un amour qui cache. Je ne veux plus d'un amour qui décide seul. Si tu restes vraiment. Avec tes peurs, tes trous, tes silences à travailler. Mais tu restes. Noé trembla. Et si je n'y arrive pas? Alors tu me le diras avant de disparaître. Il eut les larmes aux yeux. Je ne sais pas faire. Apprends. Il rit à travers ses larmes. Tu me demandes l'impossible avec une voix très calme. Je suis restauratrice. J'ai l'habitude des œuvres abîmées. Je ne suis pas une œuvre. Non, tu es pire. Tu bouges pendant qu'on essaie de te sauver. Cette fois, il rit vraiment. Puis il pleura. Maëlys aussi. Ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils se prirent dans les bras. Longtemps.
Comme deux personnes revenues de très loin, sans certitude, mais avec la décision de ne plus laisser les morts conduire leur vie. L'inauguration eut lieu un mois plus tard. Le soleil brillait enfin sur Saint-Aubin-les-Brumes. La gare n'était plus abandonnée. Les vitres propres reflétaient le ciel. Les bancs restaurés attendaient les visiteurs. Dans la salle principale, le mur de mémoire portait les noms de Lior et Jeanne, mais aussi ceux de tous ceux dont l'histoire avait été déformée par la peur. Maëlys prit la parole devant les habitants. Elle portait une robe bleu nuit et tenait dans sa main la dernière lettre de son père. Noé était au fond de la salle. Pendant longtemps, dit-elle, j'ai cru que les secrets protégeaient les vivants. Aujourd'hui, je crois qu'ils prolongent seulement le pouvoir de ce qui nous a blessés. Cette gare a vu partir des trains, des familles, des promesses, des vies. Elle a aussi gardé des silences qui ont fait du mal. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé, mais nous pouvons décider ce que nous faisons des ruines. Sa voix trembla. Mon père m'a laissé un lieu que je voulais vendre. En vérité, il m'a laissé une question. Est-ce qu'on peut transformer une douleur sans la trahir? Je n'ai pas encore toute la réponse, mais je sais que nous allons essayer ici. Les applaudissements furent d'abord timides, puis plus forts. Mireille pleurait au premier rang. Noé regardait Maëlys comme si elle était à la fois la blessure et la lumière. Après la cérémonie, il la rejoignit sur le quai. Tu as été magnifique. J'ai failli vomir 3 fois. Magnifiquement. Elle sourit. Un train touristique ancien devait arriver symboliquement pour l'ouverture. La locomotive apparut au loin, lente, noire, majestueuse. Le sifflet fendit l'air. Maëlys sentit les larmes monter. Toute son enfance avait été marquée par un train qui prenait. Aujourd'hui, un train revenait. Noé glissa sa main dans la sienne. Ça va? Elle serra ses doigts. Pas complètement. Pas aujourd'hui. Elle le regarda. Leur phrase. Elle sourit à travers les larmes. Pas aujourd'hui. Les mois passèrent. Maëlys ne retourna pas vivre à Bordeaux. Elle continua parfois à restaurer des tableaux à distance, mais son centre de gravité avait changé. Elle s'installa dans la maison au bord de la rivière, pas parce qu'elle y était piégée, mais parce qu'elle avait choisi d'y ouvrir les fenêtres. Noé resta. Pas parfaitement, pas facilement. Il eut encore des jours de retrait. Des moments où son regard partait loin, où il redevenait l'homme prêt à disparaître. Mais cette fois, il apprit à parler avant de fuir. Un soir d'automne, presque un an après le retour de Maëlys, ils montèrent au grenier de la maison. Ils triaient les derniers cartons de son père. Dans une vieille malle, Maëlys trouva une cassette audio. Sur l'étiquette, il y avait son prénom. Pour Maëlys, quand les mots écrits ne suffiront plus. Ils descendirent au salon. Noé répara un vieux lecteur trouvé dans l'atelier. La cassette grésilla, puis la voix d'Auguste remplit la pièce. Faible, grave, usé. Maëlys, si tu entends ça, c'est que j'ai encore trouvé un moyen de parler trop tard. Elle porta une main à sa bouche. Noé s'assit près d'elle. La voix continua. Je ne vais pas te demander pardon comme si le mot pouvait suffire. Il ne suffit pas. Je veux seulement te dire ce que je n'ai pas su dire de mon vivant. Tu n'es pas né après la fin de notre bonheur. Tu es né parce que ta mère et moi avions encore assez d'amour pour croire qu'un jour la maison pourrait t'entendre rire à nouveau. Maëlys se mit à pleurer silencieusement. Quand Lior est mort, j'ai cru que je n'avais plus le droit d'être père. Alors je t'ai élevé avec la peur de te perdre, et cette peur t'a peut-être fait croire que je ne t'aimais pas. C'est faux. Je t'ai aimé mal. Trop bas, trop caché, trop tard. Mais je t'ai aimé chaque jour. La cassette grésilla. Si Noé est près de toi quand tu écoutes ceci, dis-lui que son père n'était pas seulement l'homme qu'il redoute. Gérard a fauté, mais il a aussi essayé de réparer. Il m'a donné les documents. Sans lui, je n'aurais rien gardé. Nous étions deux lâches qui avons fini par chercher un peu de courage dans les décombres. Noé ferma les yeux. Je ne sais pas ce que vous deviendrez l'un pour l'autre. Mais je sais que certains êtres se reconnaissent parce qu'ils portent des morceaux d'une même histoire. Ne laissez pas nos fautes vous voler ce qui peut encore vivre. La voix s'arrêta.
La bande tourna encore quelques secondes dans le vide. Puis le silence revint. Maëlys pleurait franchement maintenant. Noé la prit dans ses bras. « Il t'aimait, murmura-t-il. » Elle secoua la tête contre lui. « Il m'a manqué toute ma vie alors qu'il était là. »« Je sais. C'est ça le pire. » Noé la serra plus fort. « Non, le pire aurait été de ne jamais l'entendre. » Elle resta longtemps contre lui. Dehors, la rivière avançait dans la nuit, indifférente et fidèle. 2 ans plus tard, la Maison des Voix était devenue un lieu vivant. On y venait pour lire, écouter des témoignages, voir des expositions, boire un café, déposer une histoire. Les enfants du village connaissaient le prénom de Lior. Les anciens parlaient enfin. Des familles qui s'étaient évitées pendant des années se retrouvaient parfois autour d'une table. Maëlys avait créé un atelier de restauration ouvert au public. Elle apprenait aux adolescents à nettoyer des cadres, à réparer des papiers déchirés, à respecter les traces du temps. Noé animait des visites de l'ancienne ligne. Il racontait la mécanique, les erreurs, les responsabilités. Il ne cachait pas le non-vasseur. Il ne s'en excusait plus à chaque phrase. Il disait simplement « Hériter d'une faute ne nous rend pas coupables. Refuser de la regarder, oui. » Un soir de juillet, il emmena Maëlys sur le quai après la fermeture. Le ciel était rose, presque irréel. Les rails brillaient dans la lumière chaude. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il. « Si c'est encore une fuite émotionnelle déguisée en surprise, je te préviens, je te pousse sur les rails. Ils ne sont plus utilisés à cette heure-ci. Je peux attendre demain. » Il rit. Au bout du quai, il avait installé une petite table avec 2 verres, une bouteille de cidre et une boîte en bois. Maëlys reconnut la boîte de son père. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans l'atelier. Elle était vide. Je l'ai gardée. » Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague. Il y avait une clé. « C'est quoi ?» La clé de la maison de l'ancien garde-barrière. Maëlys fronça les sourcils. « Celle près du pont ? » Oui, elle est à vendre. Je l'ai visitée. Elle est en mauvais état, humide, tordue, impossible à chauffer correctement, et il y a probablement 3 générations d'araignées qui pensent être propriétaires. Charmant. Mais il y a un atelier au fond du jardin, une vue sur la rivière, et assez de place pour 2 personnes qui ont besoin parfois de 2 pièces séparées pour ne pas se perdre. Maëlys sentit son cœur accélérer. « Tu me demandes de vivre avec toi ?» Noé inspira. « Je te demande si on peut construire un endroit qui ne soit ni la maison de ton père, ni l'ombre du mien. Un endroit à nous. Pas parfait, pas miraculeux, juste vrai. » Maëlys regarda la clé. Elle pensa à toutes les portes fermées de son enfance, à toutes les clés trouvées trop tard, à toutes les enveloppes, tous les coffres, tous les secrets. Puis elle prit la clé. « Je veux une pièce avec beaucoup de lumière. » Noé sourit. « D'accord. Et aucun mensonge dans les murs. Je casserai les murs moi-même s'il faut. » Elle s'approcha. « Ne promets pas trop. » Alors je promets petit, un jour après l'autre. Elle posa sa main sur sa joue. « Là, je te crois. » Ils s'embrassèrent sous le ciel de juillet. Un baiser calme. Un baiser qui ne cherchait plus à réparer toute la vie en une seconde. Un baiser d'adulte cabossé qui savait enfin que l'amour ne sauve pas de tout, mais qu'il peut devenir un lieu où l'on cesse de se cacher. Plus tard, quand la nuit tomba, Maëlys resta seule quelques minutes sur le quai. Elle regarda les rails disparaître dans l'obscurité. Elle pensa à sa mère, à Lior, à Auguste, à tous les trains manqués, à toutes les vérités arrivées en retard. Puis elle ferma les yeux et imagina une autre scène. Un petit garçon qui court dans la lumière. Une femme qui rit. Un père qui ose parler. Une fille qui revient. Un homme qui reste. Et dans cette image, pour la première fois, personne ne disparaissait. Noé la rejoignit. « Tu viens ?» Maëlys ouvrit les yeux. Elle prit sa main. « Oui. »
Ils quittèrent le quai ensemble. Derrière eux, la gare resta éclairée dans la nuit, comme un cœur ancien qui avait recommencé à battre.